BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, oui, les témoins du monde qui se construit, des contemporains du futur. Bienvenue à tous, vos pros des cryptos, chaque vendredi à retrouver aussi sur la chaîne YouTube BFM Crypto tout au long du week-end. Nos NFT rien qu'à nous, nos talents non fongibles sont là. Ils répondent une nouvelle fois à l'appel de BFM Business. Claire Balva nous rejoint. Claire est VP Stratégie pour The Block. On va revoir avec elle l'actualité de la semaine et puis surtout anticiper la suite parce qu'on sert aussi à vous apporter un coup d'avance. Grâce aussi à Thibaut Boutroux qui nous accompagne également cette semaine. Thibaut Boutroux qui, ici, au cœur des pros des cryptos, représente cette semaine Meria. Bienvenue à tous les deux. Dans un instant, on va parcourir les grandes actualités de la semaine, mais d'abord quand même notre coup d'œil technique traditionnel sur les cours des cryptos et le potentiel du Bitcoin. On est à un peu plus de 67 000 $ là en cette fin de semaine sur Bitcoin. Alexandre Baradez est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour, chef analyste d'IG. Comment vous le sentez là, le Bitcoin, Alexandre? Il termine la semaine un peu mieux qu'il l'avait commencé. On est comme une semaine en deux temps. En début de semaine où ça a lâché de la zone des 69 500, on est venu chercher jusqu'à mercredi les 65 500, donc une baisse d'à peu près 6%, qui s'est faite aussi, rappelons-le, cette baisse en parallèle d'un petit peu plus de volatilité qu'on a eu en milieu de semaine sur les actifs classiques, typiquement le Nasdaq qui a corrigé, les marchés américains, donc une hausse de la volatilité comme ça sur les actifs et notamment sur les cryptos. Et si on se souvient bien, et c'est toujours l'environnement actuel, ça se fait dans le cadre d'un rallye sur les taux américains. On est remonté sur un plus haut de 3 mois sur le 10 ans américain. On a un dollar qui a poussé 4-5% quasiment de hausse en l'espace de quelques semaines. Et on a eu l'impression que sur Bitcoin, comme sur d'autres actifs, comme l'or par exemple, on voit que désormais, pourquoi déjà ces actifs ont beaucoup monté? Parce que c'est le fameux Trump trade, Trump qui est favorable au crypto, etc. Donc ça on a déjà beaucoup parlé, ça a lifté le Bitcoin. Mais on est arrivé à un moment où ce Trump trade, il fait aussi monter les taux et le dollar. Et à un moment donné, les actifs, notamment libellés en dollars ou en référence au dollar, ou on compare comme ça les actifs qui peuvent être sensibles pour des questions de rendement ou qu'on compare à une devise, quand le dollar devient trop fort, que les taux deviennent trop forts, ces actifs peuvent avoir tendance à perdre de la valeur sous la force de ces hausses de rendement. Et si on constate aujourd'hui qu'effectivement, là, depuis 48 heures, ça va un petit peu mieux sur Bitcoin qui est revenu aux alentours de 68 000, pour moi, l'environnement qui a généré notamment un petit peu le stress en milieu de semaine, cet environnement est toujours présent, si vous voulez. Il n'y a pas de changement. Trump est toujours en tête de l'élection. Les taux restent sur les États-Unis. Il n'y a pas vraiment de détente en fait sur ce qui avait catalysé les prises de gain. Donc pour moi, bon à 68 000, je reste dans le même état d'esprit que l'analyse en début de semaine. C'est-à-dire, je pense qu'à ce stade, tant que ça ne dégonfle pas plus fortement sur les taux de dollar, la chance, l'hypothèse de voir le Bitcoin revenir à 73 000, battre ses records et aller un peu au-delà, selon moi, ça se fera, je n'ai pas de doute là-dessus, mais l'environnement actuel ne me semble pas propice pour ça. C'est-à-dire, je pense qu'il y a plutôt des risques à ce stade de le revoir à aller chercher les 60, avec en parallèle une petite correction des marchés actions, mais je ne vois pas les bases actuelles dans cet environnement de taux et de dollars pour battre record sur record sur Bitcoin. Pour moi, c'est pas le bon environnement. Donc il manque encore un petit peu de consolidation. C'est ça au quotidien. Grâce à tous nos rendez-vous crypto, effectivement, au quotidien, le club BFM Crypto du lundi au jeudi avec Amaury de Tonquédec et le vendredi vos pros des cryptos. Alors merci Alexandre Baradez de nous accompagner depuis les bureaux d'IG. On va parler justement du Bitcoin, le potentiel à venir et puis cette question peut-être plus fondamentale encore. Le Bitcoin est-il un actif inégalitaire? Le Bitcoin creuse-t-il les inégalités au sein de nos sociétés? C'est ce que suggèrent certains membres de la Banque Centrale Européenne. On challengera leur point de vue. On parlera aussi de cette opération record pour une société crypto. Le rachat de Bridge, opération historique pour le monde crypto. En fait, Stripe rachète Bridge pour quasiment même un peu plus d'$1 milliard. Peut-être un signe d'un attrait croissant de cet écosystème à nouveau. Et puis la présidentielle américaine, on est à 11 jours en ce vendredi après-midi. 11 petits jours du scrutin. Donald Trump, on le sait, est peut-être un peu plus populaire que Kamala Harris dans l'écosystème crypto, mais Kamala Harris est en train d'engranger dans cet écosystème des soutiens significatifs, elle aussi, on en parlera. Vos pros des cryptos, c'est un nouvel épisode qui s'enclenche, votre machine à condenser l'essentiel, c'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Nos pros des cryptos cette semaine, donc Claire Balva pour The Block. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Et Thibaut Boutroux pour Meria. Salut Thibaut. Bonjour Guillaume. Bienvenue à tous les deux. Je précise juste que la semaine prochaine, 1er novembre, il n'y aura pas d'émission. On vous retrouvera ensuite, bien sûr, dans 2 semaines avec beaucoup de plaisir. Un plaisir redoublé. Le Bitcoin amplifie son avance. Alexandre nous en parlait il y a un instant sur les autres cryptos et ce depuis des semaines. La dominance du Bitcoin. Eh bien, il y a peut-être un autre signe positif pour Bitcoin. Il est peut-être en train de devenir le Bitcoin littéralement inviolable. Moins d'1 an après le dernier halving, son hash rate a atteint ces derniers jours un record. Alors de quoi il s'agit? Le hash rate est
Et est-ce que c'est si important que ça, Claire? Alors le hash rate, c'est la puissance de calcul qui fait fonctionner Bitcoin, la puissance de calcul qu'utilisent les mineurs pour traiter les blocs de transactions qui sont faites en Bitcoin. Donc concrètement, quand il y a beaucoup de hash rate, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de mineurs qui vont mettre plus de puissance de calcul à disposition sur le réseau. Et quand le hash rate diminue, ça veut dire que les mineurs débranchent leur machine et donc il y a moins de puissance de calcul sur le réseau. Donc si je schématise, on peut se dire que plus il y a de hash rate, plus Bitcoin est sécurisé, moins il y en a, moins il est sécurisé. Maintenant, je n'ai pas envie de dire que Bitcoin est en train de devenir inviolable parce qu'en réalité, Bitcoin n'était pas facilement violable il y a 3 mois ou il y a 6 mois. En réalité, vu le hash rate qui est déjà en place sur le réseau depuis plusieurs années, ce serait extrêmement difficile, je ne veux pas dire impossible, mais on n'est pas loin de l'impossibilité, pour quelqu'un d'aller essayer de modifier par exemple une transaction qui a eu lieu il y a plusieurs heures sur Bitcoin. Donc là, ce qu'on voit quand même, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques mois, lors du halving, vous savez, cette division par 2 de l'émission monétaire sur Bitcoin, on a vu une légère chute du hash rate. Donc ce que ça veut dire, c'est que des mineurs ont débranché leur machine. Pourquoi ? Parce que la récompense qu'ils touchaient en Bitcoin était moindre et donc ça devenait moins rentable pour eux de miner. Donc là, c'est un phénomène très classique qui se passe à tous les cycles et on voit depuis ce hash rate qui remonte de plus en plus, ce qui veut dire que les mineurs ont rebranché leur machine, qu'ils ont remis de la puissance de calcul sur le réseau et que c'est de nouveau relativement rentable pour eux d'exercer cette activité. Donc c'est un signe positif qui montre que Bitcoin fonctionne tout à fait normalement. Effectivement, et en termes d'inviolabilité, jamais le Bitcoin n'avait été aussi inviolable qu'en ce moment. Alors il n'est peut-être pas 100% inviolable, mais il n'avait jamais autant été inviolable. C'est ça, en fait le hash rate, ça se mesure en hash par seconde, c'est une mesure de calcul et donc là on atteint plus de 700 exahash par seconde, donc c'est le record qu'on n'avait encore jamais atteint jusqu'à présent. Mine de rien, c'est déjà la 5e saison. La 5e saison qu'on passe ensemble des pros des cryptos. Ça passe vite, Et il y a 5 saisons déjà, on se disait, en termes d'inviolabilité, le Bitcoin est sans doute un des actifs exemplaires. C'est encore plus le cas aujourd'hui avec ce hash rate, donc qui atteint un niveau record. Alors après, la sécurité, elle dépend aussi de où vous stockez vos Bitcoins. Michael Saylor, le patron de MicroStrategy, a recommandé cette semaine à ceux qui détiennent des Bitcoins de les stocker dans leur banque tout simplement. Et ça a déplu à la communauté crypto. Pourtant, les banques sont solides. Il y a plein de banques très solides. Pourquoi est-ce que ça déplaît à la communauté ? Ouais, c'est une déclaration qui est assez surprenante venant de Michael Saylor parce que bien que ce soit un acteur institutionnel, il a quand même les codes de l'écosystème crypto et il sait à quel point cette notion de self-custody est importante pour l'écosystème et qu'on soit d'accord ou pas, elle a une notion philosophique qui tient à cœur à l'écosystème. Donc, en faisant une déclaration de cette manière, est-ce qu'il y a des raisons politiques à cette déclaration ? Ça, on ne sait pas, mais naturellement, ça a fait réagir beaucoup d'acteurs de l'écosystème, notamment Vitalik Buterin en tête de liste, qui a dit qui a largement critiqué la déclaration de Michael Saylor, si bien qu'il est revenu un petit peu sur ses propos en nuançant un petit peu, en disant que évidemment il défendait le self-custody, mais à la condition que les gens soient suffisamment éduqués ou maîtrisent un petit peu un argument qui est assez difficile à contrer. Je le rejoins aussi sur ça. On peut pas demander à tout le monde, et ça met d'ailleurs en lumière le fait que il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'éducation et sur les outils pour que les gens puissent être leur propre custody. Mais en tout cas, c'est bien de signaler que ça existe. Et il y a effectivement un risque à terme si on encourage uniquement la détention par le biais de banques ou d'acteurs institutionnels. C'est une centralisation finalement des bitcoins au même endroit. Donc c'est surtout ça qu'il faut éviter à terme. Il faut trouver la juste balance entre les deux. Alors que la self-custody justement évite cette centralisation. Chacun en revanche est responsable, chacun. Ceux qui vous proposent des wallets aussi, tiens, Ledger, cette semaine. Ledger, c'est une information qu'a sorti Cryptost en fin de semaine, serait contrainte de payer 750 000 € d'amende Ledger après une sanction de la CNIL. En fait, la CNIL lui reproche de ne pas avoir su sauvegarder les données de ses clients. Est-ce que les wallets de Ledger sont en cause dans cette histoire, Claire ? Non, pas du tout. Là, on ne parle pas de la technologie derrière les portefeuilles Ledger. Donc, si vous avez un portefeuille Ledger, il ne faut pas du tout s'inquiéter en voyant cette nouvelle. En fait, cette histoire remonte à 2020. Et ce qui s'est passé en 2020, c'est qu'il y a eu une fuite de données via un prestataire de Ledger. Et donc, il y a plus de 200 000 noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, etc. de clients qui se sont retrouvés dans des bases de données sur Internet. Et donc, forcément, il y a un certain nombre de personnes mal intentionnées qui en ont profité. Il faut bien imaginer que pour des hackers, aller s'en prendre, par exemple, à une plateforme d'échange pour récupérer des cryptos, ça coûte très cher, c'est très difficile. Alors que envoyer 10 000 SMS
à des clients dont on sait qu'ils ont acheté un ledger en se faisant passer pour ledger pour tenter de récupérer une clé privée, ça coûte pas très cher. Donc forcément, il y a eu pas mal de tentatives de hameçonnage, de phishing. Il y a sans doute des personnes qui se sont fait avoir. Il y a eu une 50aine de plaintes en Europe de gens qui ont porté plainte contre ledger suite à cette fuite de données. Donc il y a eu une procédure auprès de la CNIL, qui est en France l'institution qui gère tout ce qui va être gestion de la donnée au sein des entreprises, et qui a donc décidé d'infliger cette amende à Ledger de 750 000 €. Mais les wallets de Ledger et le self-custody ne sont pas en cause dans cette histoire, c'est ce qu'il faut retenir. Tiens, on parlera tout à l'heure justement d'arnaque et d'un grand procès. Il y a tellement de plaignants que ce procès n'a pas lieu dans un tribunal. Les audiences ont lieu carrément au centre des congrès de Nancy. Au centre des congrès, tellement il y a de plaignants. C'est quand même assez rare. On en parlera tout à l'heure à la fin des pros des cryptos. Mais d'abord, cette question que vous vous posez sans doute tous, investisseurs en crypto. Le Bitcoin est-il à l'aube d'un nouveau bull run ? On va décoller. Décollage en vue. Ou pas ? Le Bitcoin, tout le monde attend, tout le monde espère ce bull run. Il y a des arguments pour penser qu'il n'y en aura pas. Et puis il y a des signes qui montrent qu'on en aura peut-être un de bull run. L'open interest de Bitcoin a atteint un pic historique ces derniers jours. C'est très encourageant. On peut vraiment croire à un bull run avec cet open interest à un plus haut, ou c'est pas forcément un signe si important? Ouais, effectivement, on a franchi la barre symbolique des 40 milliards sur l'open interest. C'est la dernière fois qu'on a atteint des plus hauts de cette manière-là, c'était sur les périodes 2021, en avril, en novembre, c'était en début de cette année, en mars. Ça rappellera des bons souvenirs aux détenteurs de crypto. Après, est-ce que ça veut dire qu'on a un bull run qui est imminent ? Pas forcément. L'open interest, ça veut juste dire qu'il y a de l'intérêt sur l'actif, qu'il y a beaucoup de traders qui sont concentrés aujourd'hui sur Bitcoin. Est-ce qu'ils le sont pour de la hausse ou pour de la baisse ? Ça, on va le savoir. Difficile de le dire, et c'est d'autant plus paradoxal. On en parlait en préambule de l'émission avec Claire. On voit quand même que le retail est encore très timide sur les cryptos aujourd'hui. Donc il y a effectivement beaucoup d'intérêt de la part des institutionnels, très peu de la part du retail. Et historiquement, dans les précédents cycles, le retail a permis aussi de maintenir et d'appuyer le bull run. Donc si on a uniquement les institutionnels, est-ce que ça suffira ou pas ? Est-ce que ça permettra d'envelopper toutes les cryptos uniquement Bitcoin ? On est dans une configuration un peu inédite. Effectivement, on aura l'occasion de vivre tout ça. Effectivement, certains pensent qu'il ne faudrait pas de bull run, qu'il ne faudrait pas que le Bitcoin s'envole. 2 économistes de la BCE ont publié cette semaine un papier sur le Bitcoin, et ils estiment que le Bitcoin appauvrit, que les détenteurs de longue date du Bitcoin sont les ennemis des nouveaux arrivants, des nouveaux entrants. C'est pas inintéressant, leurs arguments sont pas inintéressants. On va en parler, c'est l'objet de notre question crypto qui claque. La musique qui fait peur. Elle est importante, cette musique. Chaque semaine, on vous pose effectivement cette question un petit peu effrayante sur notre fil X BFM Crypto. N'hésitez pas à vous abonner. Claire et Thibaut, êtes-vous prêts ? On est prêt. Prêt. Oh, ils osent à peine le dire. C'est vrai que la question de la semaine est gênante. La voici. Le Bitcoin est-il un actif inégalitaire ? Oui ou non ? Telle est la question. Je vous laisse un instant de réflexion. Claire et Thibaut, bien sûr, chez vous, n'hésitez pas aussi à participer, à répondre, et nous laisser surtout vos arguments en commentaire. On essaie chaque semaine dans les pros des cryptos de rebondir dessus. Le Bitcoin est-il un actif inégalitaire ? Claire ? Tous les actifs sont inégalitaires, donc nécessairement. Tous les actifs sont inégalitaires, dites-vous. Je le répète plus haut parce qu'il y a la musique par-dessus. C'est très fort. Donc pour vous, tous les actifs sont inégalitaires. Thibaut ? Oui, posé comme ça, effectivement, tous les actifs sont inégalitaires. Oh là là. Vous noyez le poisson. Alors dans un instant, on verra comment nos auditeurs et téléspectateurs ont choisi de répondre. Tous les actifs sont inégalitaires. Est-ce que le Bitcoin est plus que les autres ? Claire ? Non, en fait, les arguments qu'essayent d'avancer les experts, on va dire, de la BCE, c'est tout simplement de dire que ceux qui ont acheté du Bitcoin vont nécessairement bénéficier d'une potentielle hausse de prix. En fait, ils essayent de se projeter dans un avenir où le cours du Bitcoin explose, et ils se disent, qu'est-ce qui arriverait à notre société si le cours du Bitcoin explose ? Ils arrivent à ce constat qui est quand même pas très difficile à faire, qui est que ceux qui en ont acheté vont devenir très riches, et ceux qui n'en ont pas acheté vont ne pas devenir très riches, et donc être relativement appauvris par rapport à ceux qui en ont acheté. Et ils en déduisent qu'il y aurait une inégalité suite à ça. Mais on peut faire le même constat avec l'ensemble des actifs. Moi, ce qui me gêne un peu dans cet article, c'est d'une part qu'ils sortent complètement du mandat de la BCE, qui est quand même pas de réfléchir à des injustices sociales, etc. Le mandat de la BCE, c'est quand même d'abord de
La lutte contre l'inflation. D'assurer la stabilité des prix. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir aux injustices sociales qui découlent d'une politique monétaire. Mais là, on ne parle pas d'une politique monétaire de la BCE. On parle d'un actif qui n'a rien à voir avec ce que fait la BCE. Donc ça, c'est la première chose qui est quand même relativement gênante. Et ensuite, en fait, ils disent ce qui les arrange. Parce que la réalité, c'est que Bitcoin, aujourd'hui, c'est détenu par qui ? En fait, c'est détenu par des jeunes qui sont relativement plus pauvres, surtout en Europe, quand on regarde, par rapport à leurs aînés. Et donc, il y a plein de gens aujourd'hui qui vont estimer que Bitcoin sert plutôt de transfert générationnel, comme ça, de richesse, à un moment où justement les pics de patrimoine sont en train de devenir de plus en plus avancés en âge dans la population. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, en fait, ils ne parlent que du prix. Ils ne se disent pas que Bitcoin est peut-être important pour d'autres choses dans la société, par ses qualités de contre-pouvoir, d'immuabilité technique, etc. Oui. Donc un rapport qui est complètement à charge et qui est en plus très biaisé parce qu'il vient de la BCE. Bon, au moins c'est clair, Bitcoin n'est pas inégalitaire. Non mais franchement, ceux qui détiennent des Bitcoins depuis, on est en 2024, depuis déjà 10 ans, ils ont fait beaucoup d'argent. Ceux qui rentrent maintenant, ils ont peut-être un peu moins de choses. En fait, c'est très inégalitaire ça, Thibaut. Oui, mais comme ceux qui ont acheté des actions Tesla, Google ou autre, il y a très très longtemps. Donc je veux dire, ça n'a pas beaucoup de sens de le regarder sous cet angle-là. Et de la même manière, en fait, ceux qui ont acheté aussi du Bitcoin à ce moment-là ont aussi pris un risque que d'autres n'étaient pas capables de prendre à ce moment-là. Donc ils sont récompensés pour le risque qu'ils ont. Tout à fait. Il fallait oser et tout le monde se moquait d'eux à l'époque. Tout à fait. Et pour rebondir juste et compléter la réponse de Claire, si on le regarde d'un point de vue aussi purement factuel, on peut se dire que Bitcoin est égalitaire dans ce sens où Bitcoin n'est ni plus ni moins que du code, et donc ce code est très factuel et offre les mêmes opportunités, les mêmes droits à n'importe qui. Donc à ce titre-là, il est pour le coup plus égalitaire que n'importe quelle autre classe d'actifs, puisque n'importe qui peut avoir accès à Bitcoin n'importe où dans le monde et sous les mêmes conditions. Alors qu'aujourd'hui, en fonction de qui on est, on peut avoir des difficultés à avoir accès à certains services financiers, même en France. Alors dans d'autres pays, c'est encore plus compliqué. Donc à ce titre-là, il a une carte égalitaire que d'autres actifs n'ont pas. Ce que je trouve étonnant, en fait, c'est que dans ce rapport, on sent que la BCE critique pas juste Bitcoin, mais aussi le capitalisme en général. Et je ne comprends pas bien en quoi, pourquoi Bitcoin sert de prétexte pour en fait une vision politique qui est insufflée dans ce rapport, qui pourrait être traitée totalement indépendamment de Bitcoin. On va regarder comment vous avez voté. Sur notre fil X BFM Crypto, le résultat de vos votes, Bitcoin est-il inégalitaire ? Vous votez à une large majorité ? Non. À 78%, non, ce n'est pas inégalitaire à vos yeux. Vous n'êtes que 22% à avoir voté oui, le Bitcoin est inégalitaire. Et surtout, vos arguments contre, laissez-les nous, on rebondira encore dessus. Les banques centrales, c'est vrai, et la BCE le prouve une nouvelle fois, sont plutôt critiques vis-à-vis des cryptos. Elles craignent peut-être que les cryptos ne permettent à un certain nombre de citoyens de contourner les monnaies fiat. Et puis les Américains, eux, ils craignent que le dollar soit un jour détrôné. Nouvel épisode cette semaine. Les BRICS se sont réunis en Russie, un outil de soft power d'ailleurs pour Vladimir Poutine. Et ils ont dévoilé, les BRICS Plus, une nouvelle plateforme d'investissement commune, ainsi qu'un nouveau système de paiement transfrontalier, justement, $100, pour contourner le dollar, Claire. Oui, quand on regarde un peu la place du dollar dans les échanges internationaux, elle est encore ultra dominante aujourd'hui. C'est plus de 50% des échanges internationaux hors de l'Union européenne qui sont effectués en dollars. Et quand on regarde la politique qui est menée par les États-Unis, notamment en matière de sanctions, vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis de la Russie, etc., c'est assez logique qu'un certain nombre de pays essayent de limiter la place du dollar dans leurs échanges parce que ça les empêche de commercer avec un certain nombre d'autres nations. Et donc là, on parle des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, etc., qui essayent justement de mettre en place un autre système qui leur permette de ne plus utiliser le dollar lorsqu'ils commercent entre eux. Donc il y a plusieurs éléments. On ne sait pas encore tellement quelle forme technique ça va prendre. Alors certains disent que ça pourrait être une blockchain, mais bon, franchement, on ne le sait pas encore trop. Ce qui est intéressant, c'est que ce système, alors ils appellent notamment BRICS-Pay, le système de paiement qui pourrait circuler entre eux, ça pourrait être une sorte de concurrent de SWIFT. Donc c'est pas, ça pourrait être une nouvelle blockchain ou pas, en fait, peu importe l'infrastructure qu'il y a derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça remet au goût du jour toutes ces questions autour de la monnaie, l'indépendance face au dollar. Oui. Et ça suscite un certain nombre de réflexions dans beaucoup de pays. Ça remet une pièce effectivement au cœur de ces réflexions, c'est le cas de le dire. C'est vos pros des cryptos chaque semaine en direct sur BFM Business le vendredi à 15h et bien sûr en replay sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Ça me gratte un peu. J'ai une question qui gratte là. On parle beaucoup ici des news assez encourageantes quand même pour votre écosystème, Claire, Thibaut, l'écosystème crypto, mais il y a aussi ces questions qui continuent de gratter. Tiens, Chris, notre réalisateur, participe au débat comme chaque semaine. Quelles questions, Chris, te chatouillent en ce moment ?
Vous me parlez de Bitcoin, de Rome. De Rome, d'Ethereum, Chris. Voilà, oui. J'avoue que j'ai du mal à voir en quoi ce sera incontournable à l'avenir. Ouais. Il va falloir le convaincre. Il a encore du mal, alors qu'il suit cette émission tous les vendredis. C'est lui qui la réalise avec Jonathan. Il a encore du mal à comprendre en quoi les cryptos seront incontournables à l'avenir, Chris. C'est ça sa question qui chatouille. Vous avez une réponse à lui apporter à notre réalisateur, Chris ? Là, il va nous falloir un petit peu de temps. Vous lui donnez rendez-vous à la sortie ? Allez, on fait ça. Tu les verras à la sortie, Chris. Claire et Thibaut seront avec toi pour te faire comprendre les choses. L'avenir des cryptos, tu verras, ton avenir dépendra peut-être aussi de cet univers crypto qu'on suit chaque semaine. À tout à l'heure, Claire et Thibaut. À tout à l'heure, rendez-vous est pris. Voilà, la question qui me chatouille, c'est l'IA. L'IA absorbe-t-elle le potentiel des cryptos ? On voit des levées de fonds très nombreuses dans l'intelligence artificielle. Cet argent, il aurait pu aller ou il pourrait aller dans les cryptos. Il va dans l'IA. Et puis cette semaine, le mineur de Bitcoin Northern Data a dit étudier des opportunités dans l'IA. Un mineur de Bitcoin qui réfléchit à arrêter le minage pour se lancer dans l'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA mange le pain des cryptos, Thibaut ? Oui et non. Alors déjà, c'est pas les premiers mineurs à regarder le sujet. Il y en a beaucoup qui le regardent depuis un petit moment. Il y en a beaucoup qui ont déjà passé le pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de demandes aussi sur la partie puissance de calcul au niveau de l'IA. Et en fait, ce que les mineurs ont et que beaucoup d'autres n'ont pas, c'est que le mineur, il a déjà l'infrastructure. Il a déjà mis tous les investissements en place. Il a déjà tout ce qu'il faut en fait pour apporter une réponse aux besoins imminents de l'IA. Et donc du coup, il a un coût de déploiement qui est moindre que s'il fallait faire sortir un bâtiment de terre. Donc de cette manière-là, il y a beaucoup effectivement de mineurs qui regardent ça parce que parfois c'est plus intéressant, c'est plus rentable d'un point de vue économique de allouer la puissance de calcul à l'IA que sur Bitcoin. Alors du coup, il y a deux lectures à ça. Soit on se dit c'est inquiétant pour Bitcoin parce que peut-être qu'effectivement il y en a beaucoup qui vont basculer sur l'IA. Mais en fait, s'il y en a beaucoup qui basculent pour l'IA, c'est-à-dire qu'il y a moins de puissance de calcul sur Bitcoin, ça veut dire qu'à un moment donné, ce sera moins concurrentiel et on va retrouver plus de rentabilité. Et donc, il y a des mineurs qui vont revenir à un moment donné. Ou alors il y a une autre lecture aussi, qui est celle que je préfère, qui est de dire en fait c'est génial pour la pérennité des mineurs. Ça veut dire que pour les mineurs, ils vont commencer à pouvoir diversifier leur business model, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir investir encore un peu plus d'argent, et ça veut dire qu'on va encore un peu plus intensifier toute la structure autour de Bitcoin et la professionnaliser davantage. Donc c'est pas une surprise, c'est pas inintéressant. Et d'ailleurs, on voit que l'écosystème crypto en fait continue d'attirer à travers cette acquisition. C'est la plus importante en montant de l'histoire du monde crypto. Cette semaine, donc, cette annonce de la plus grosse acquisition, c'est un acteur des stablecoins qui se fait racheter à prix d'or pour plus d'1 milliard de dollars en l'occurrence, Claire. Oui, il s'appelle Bridge, qui est effectivement une plateforme qui permet de gérer des stablecoins, qui se fait racheter par Stripe, qui est un processeur de paiement, pour une valorisation de quand même 1,1 milliard de dollars, donc une grosse valorisation. C'est la plus grosse acquisition dans le monde des cryptos à date. Alors ça montre plusieurs choses. Déjà, ça montre une tendance à la concentration dans le secteur, avec des rachats de la part d'acteurs traditionnels, même si Stripe est quand même une fintech. Mais ces acteurs-là sont tentés de racheter des acteurs crypto pour se mettre au goût du jour et pour aller sur ces technos. Et ça montre aussi toute la place des stablecoins dans le monde du paiement. Très clairement, si Stripe rachète une plateforme qui fait des stablecoins pour une valorisation de plus d'1 milliard, c'est parce qu'ils considèrent que les stablecoins font partie très clairement de l'avenir du paiement. Oui, et l'avenir, il va dépendre quand même un peu aussi des aléas politiques. La présidentielle américaine aura lieu dans 11 jours. Kamala Harris commence à engranger quelques soutiens dans l'univers crypto. On commence à voir des acteurs crypto s'intéresser à la campagne de Kamala Harris. Alors, elle a le patron, le cofondateur de XRP, qui effectivement lui a fait un nouveau don de 10 millions de dollars, qui est un soutien de longue date de Kamala Harris. Il avait déjà publié des lettres ouvertes là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que Kamala Harris a cette semaine laisser entendre qu'elle pourrait elle aussi remplacer Gary Gensler à la tête de la SEC par d'autres personnes. Alors il y a deux noms qui ont été cités qui sont globalement des personnes beaucoup plus pro-crypto que Gary Gensler. Oui, on parle de qui pour remplacer Gary Gensler du côté de Kamala Harris ? On parle de Erica Williams, et Chris Brummer, mais qui ne sont pas des gens connus en Europe. Ouais. Mais de toute manière, c'est pas difficile de faire pire que Gary Gensler. Ah bah voilà, c'est dit. Bonjour. Un procès hors norme à Nancy, il y a tellement de plaignants que ce procès, il doit avoir lieu, les audiences, non pas au tribunal, mais au centre des congrès de la ville de Nancy. Ouais, j'allais dire, ça fait plaisir de parler de la région, pas forcément pour ça. Ah, c'est chez vous, c'est vrai ça. Oui. Non, un procès d'envergure, alors qui parle d'une arnaque de grande ampleur, 28 millions de préjudices, un peu plus de 1000 victimes, un peu partout en France, des particuliers, des professionnels, notamment beaucoup de clubs de foot, donc ça permet d'alimenter encore un peu plus la médiatisation
médiatisation autour du procès. Alors on parle un peu de crypto parce que la crypto a été un des supports sur lequel a joué l'arnaque. En fait, c'est juste des gens qui ont appelé des gens et qui leur ont fait miroiter des rendements faramineux. Hein. On réinvente pas la roue. Finalement, c'est toujours les mêmes mécanismes. Et la crypto est utilisée comme argument, comme le diamant, comme d'autres classes d'actifs. Donc finalement, cet argent n'a jamais été investi, a été redistribué. Effectivement, beaucoup de gens impliqués et un montage assez sophistiqué. 1300 particuliers victimes de cette arnaque aux diamants, aux agents de football, effectivement, et aussi des cryptos. Voilà. Ah oui. C'est les pros des cryptos. Chaque semaine, ce nouvel épisode à retrouver sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Thibaut Boutroux pour Meria et Claire Balva pour De Bloc. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.